Il y a en France un journal qui, depuis plus d'un siècle, fonctionne sans la moindre publicité. Un journal qui n'appartient qu'à ses journalistes et qui a fait et défait des carrières politiques. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la légende du Canard enchaîné. Et pour commencer, on va s'intéresser aux 3 piliers qui le rendent absolument unique. Alors, le premier pilier, c'est sans doute le plus spectaculaire. 0 publicité. Jamais. Depuis sa toute première parution, le Canard refuse catégoriquement la moindre page de pub dans ses colonnes. Franchement, dans un monde médiatique où la survie dépend quasi exclusivement des annonceurs, c'est un acte de résistance permanent. Ça garantit déjà une première couche d'indépendance et elle est cruciale. Le deuxième pilier vient renforcer ce premier point. Il n'y a aucun actionnaire extérieur. Le capital du journal est entièrement entre les mains de ses salariés, qu'ils soient encore en activité ou à la retraite. C'est une structure unique, complètement verrouillée, qui empêche toute prise de contrôle par un grand groupe industriel ou financier. La ligne éditoriale ne peut donc pas être influencée par des intérêts qui n'auraient rien à voir avec le journalisme. Et la conséquence de ces 2 règles, elle est à la fois simple et radicale. Le Canard enchaîné n'a de compte s'en rendre à personne, sauf, bien sûr, à ses lecteurs. C'est un pacte de confiance assez exceptionnel, renouvelé chaque mercredi en kiosque, et c'est ça qui a bâti sa légende et son incroyable crédibilité. Mais pour comprendre d'où vient cette force, il faut revenir au tout début. Pour vraiment saisir l'âme du Canard, il faut s'imaginer le contexte de sa naissance. On est en pleine Première Guerre mondiale. Le journal n'est pas né pour informer, mais pour défier. Pour défier la censure militaire et le bourrage de crâne, comme on disait, qui dominaient absolument toute la presse de l'époque. L'origine de son nom, c'est une histoire de provocation assez savoureuse. Tout part de Georges Clemenceau et de son journal L'Homme libre, qui ose critiquer la gestion de la guerre. Évidemment, la censure s'acharne sur lui, et par défi, il le rebaptise L'Homme enchaîné. C'est là que Maurice et Jeanne Maréchal saisissent l'ironie au vol et décident de créer leur propre feuille de chou, le Canard enchaîné. Et pour bien comprendre la blague, il faut savoir qu'en argot, à l'époque, comme aujourd'hui, un canard, c'est un journal. Le titre est donc un double jeu de mots génial. C'est le journal enchaîné, un clin d'œil direct à Clemenceau, mais c'est aussi un canard, l'animal, qu'on met en cage. C'est le symbole parfait d'une presse qui refuse de se taire, même sous la contrainte. Le parcours du journal à ses débuts, c'est pas un long fleuve tranquille. Il naît le 10 septembre 1915, s'arrête très vite, puis il renaît de ses cendres en juillet 1916 pour ne plus jamais s'arrêter, enfin, presque. L'un des actes fondateurs les plus forts de son histoire, c'est son sabordage volontaire en 1940. Plutôt que de paraître sous le contrôle de l'occupant allemand, il choisit de disparaître. Il ne reviendra qu'à la libération de Paris en septembre 1944 avec une crédibilité totalement intacte. L'historien Laurent Martin résume ça parfaitement. Il dit « La lutte contre la censure et le bourrage de crâne, le pacifisme et l'antimilitarisme vont rester comme autant d'attitudes et de réflexes identitaires. Ces valeurs, qui sont nées dans le feu de la guerre, ce ne sont pas juste des postures. Elles vont forger l'ADN du Canard pour le siècle à venir. » Après la guerre, le Canard va connaître une transformation majeure. De simple journal satirique, il va devenir une redoutable machine d'investigation. Une force avec laquelle le pouvoir politique va devoir apprendre à compter. C'est son âge d'or, c'est l'âge de l'influence. À partir des années 60, il y a quelque chose qui change. La satire, elle est toujours là, bien sûr, mais elle devient une arme au service de l'information. Le Canard commence à publier des enquêtes exclusives, des scoops, des révélations qui ne font plus seulement rire, mais qui font trembler la République. Et la puissance de ce journalisme d'enquête va marquer l'histoire. En 1973, c'est l'affaire des plombiers qui révèle que le journal est lui-même mis sur écoute. En 1979, l'affaire des diamants qui éclabousse le sommet de l'État. En 1981, la révélation terrible du passé de collaborateur de Maurice Papon. Et ça continue jusqu'à très récemment, en 2017, avec l'affaire Fillon qui a carrément bouleversé une élection présidentielle. Chaque révélation est un séisme politique. Pour bien mesurer cet impact, un seul chiffre suffit, 1 million. C'est le nombre d'exemplaires qui ont été vendus pour le numéro révélant l'affaire Papon en 1981. C'est un record absolu qui symbolise l'apogée de l'influence du Canard. C'était devenu un rendez-vous incontournable avec la vérité pour des millions de Français. Mais voilà, cette image de justicier impeccable, forgée par des décennies de révélations, est aujourd'hui en train de se fissurer. On entre maintenant dans la période la plus sombre de son histoire, où le journal, après un siècle à chasser les scandales chez les autres, doit faire face aux siens. La question qui se pose est vertigineuse. Et c'est vraiment le cœur du problème actuel. Que se passe-t-il quand le journal qui a fait de la dénonciation des emplois fictifs sa marque de fabrique est lui-même accusé de pratiques similaires? C'est un peu le scénario de l'arroseur arrosé. La contradiction est brutale. D'un côté, on a la mission affichée, celle de traquer les scandales politiques et financiers. Et de l'autre, des accusations qui résonnent comme un écho terriblement ironique. Soupçons d'emplois fictifs, abus de biens sociaux et même des représailles contre celui qui a osé briser le silence en interne. Alors, concrètement, de quoi parle-t-on ? Au cœur de la tourmente, il y a la plainte d'un journaliste de la maison, Christophe Nobili.
Il dénonce un emploi qui serait présumé fictif et qui aurait duré près de 25 ans au bénéfice de la compagne d'un des piliers du journal. Le préjudice est estimé à 3 millions d'euros. L'affaire est maintenant entre les mains de la justice et un procès est attendu pour 2025. Et ce qui est troublant, c'est la réaction de la direction. Plutôt que d'enquêter à fond sur les faits, elle s'attaque aux lanceurs d'alerte. En 2023, Christophe Nobilly est mis à pied. Puis, la direction tente de le licencier. Une tentative qui a été bloquée par l'inspection du travail. Mais la direction ne lâche pas l'affaire et poursuit le combat devant le tribunal administratif. Une véritable guerre judiciaire contre son propre journaliste. Toute cette crise judiciaire et morale pose une question existentielle pour le palmipède, comme on le surnomme affectueusement. Comment peut-il survivre à cette tempête? Et plus largement, quel est son avenir dans un paysage médiatique qui a complètement changé? Le point crucial, c'est que ce scandale n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, ça couve. Il y a une profonde crise de gouvernance. On observe un vrai conflit de génération entre une direction vieillissante, en place depuis des décennies, et une rédaction plus jeune. Et à ça s'ajoute une culture très conservatrice qui a très longtemps freiné des 4 fers face à une transition numérique qui est aujourd'hui inévitable. Le parcours numérique du Canard est très révélateur de cette frilosité. En 2012, il crée un compte Twitter, non pas par stratégie, mais juste pour se protéger des faux comptes. En 2020, c'est la pandémie de Covid qui le force vraiment à proposer une version numérique, et il faudra attendre 2024 et une nouvelle direction pour enfin voir le lancement d'un véritable site web. C'est une transition qui a été subie et non choisie. Les difficultés sont aussi économiques. Pendant 30 ans, ce qui est quasi unique dans la presse, le prix du journal n'a pas bougé d'un centime, de 1991 à 2021. Mais depuis, il a augmenté 2 fois. C'est le signe que le modèle historique, basé uniquement sur les ventes en kiosque, commence à montrer ses limites. Face à cette accumulation de crises, un changement a finalement eu lieu en 2024. Une nouvelle équipe dirigeante, avec à sa tête Eric Emtaïs, a pris les rênes. Elle a la lourde tâche de naviguer dans la tempête, de gérer cette crise judiciaire et d'accélérer la modernisation du journal. Le défi pour le Canard est donc immense, se réformer de l'intérieur pour essayer de restaurer la confiance, mais sans trahir ce qui fait son âme depuis plus de 100 ans. Comment se moderniser sans perdre son indépendance? Comment réparer ses fautes tout en gardant son ton irrévérencieux? La question n'est plus seulement de savoir si le Canard peut survivre, mais si le pacte unique qu'il a noué avec ses lecteurs peut, lui, être sauvé.